Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA de The Free Agent. Aujourd'hui, on a une grosse actu un petit peu historique avec Maxime qui sera avec nous aujourd'hui. Salut Maxime. Salut Charles. Salut tout le monde. Alors Max, aujourd'hui on va commencer par un petit peu de l'actu un petit peu chaude, à savoir le chef Curry qui est en train qui régale à nouveau. Ça fait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau de jeu. Il a encore mis 49 points hier, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est 49 points. 49 points. À 58,8% à 3 points, juste. Et oui, il a juste de 5 passes et 3 rebonds au passage. C'est juste incroyable. Les Warriors ont battu du coup les 76ers, donc grosse perf de la part de Curry et des siens. Écoute, moi je voulais te poser déjà cette petite question et puis après on parlera un petit peu de l'état de forme de Curry et des Warriors. Mais avec ses performances, parce qu'il a quand même, il est devenu le premier joueur de l'histoire, je crois, à mettre 72 3 points en 10 matchs. Ouais, c'est ça. Est-ce que on le met dans la conversation avec Joel Embiid et Nikola Jokic pour le MVP? À titre personnel, sur le plan purement statistique, vu ce qu'il fait là, à son âge, c'est juste monstrueux. En plus, il faut voir les équipes contre qui il fait. Il fait ça contre Milwaukee, contre Boston, contre Philadelphie, contre Denver, contre Atlanta, Miami. C'est pas des petites équipes. Ouais, Même si c'est ça qui est vraiment, qui est pour moi, qui est tout simplement ahurissant. On pensait avoir tout vu à la grande époque, quand ils ont multiplié les titres des finales face à des Browns. Mais là, je crois qu'il n'a jamais été à ce niveau-là. Ouais, en plus, il revient de blessure, donc voilà, son absence s'était fait remarquer parce que les Warriors avaient enchaîné une série pas terrible. Et là, il revient et là, dans les médias américains, quand je lisais ça ce matin et là en début d'après-midi pour préparer l'émission, ils en parlent comme un possible MVP cette saison. Alors, est-ce qu'on peut, alors, parce qu'on a déjà eu ce débat entre nous dans différents podcasts, on sait que la forme de l'équipe, le classement est important aussi pour le titre de MVP. Du coup, est-ce que c'est pas la seule chose pour toi qui peut l'empêcher aujourd'hui d'être dans la conversation pour le titre? Pour moi, c'est vraiment, comme tu viens de le dire, on sait que le classement est vraiment un élément très important pour comment dire, pour déterminer le MVP. C'est pour ça que Embiid est en avance sur tout le monde, que Jokic, en étant quatrième, a quand même plus de chance, alors qu'aujourd'hui, ils sont juste en play-in, ils sont neuvième, même s'ils grappillent, et qu'ils peuvent peut-être espérer accrocher une huitième place, en tout cas, toujours en play-in, voire même une septième, vu la dégringolade des Mavericks. Si les Warriors finissent 7, ça va vraiment être compliqué. Il va vraiment être très très proche de la discussion sur le MVP. Ouais, voilà. Effectivement, le facteur classement est quand même important. Après, en termes de performance, on n'a rien à dire. Tu l'as redit là en introduction. Il est à plus de 50% au shoot, surtout à 3 points de moyenne. Il a 50,3% à 3 points. Ouais. Il a 90% en lancer franc. Et sur le mois d'avril, il a 40,8% de 48,8 points. Lapsus révélateur. Au tir de points marqués. On parle de 40,8 points marqués sur 10 matchs. Sur 10 matchs. C'est incroyable. Et surtout à 33 ans, parce qu'il me semble que seul, j'ai vu passer ça rapidement sur ESPN tout à l'heure, je crois qu'il est en très bonne compagnie pour des joueurs de plus de 33 ans à faire ce qu'il fait, puisque je crois qu'il n'y a que Jordan et LeBron qui sont capables de faire ça. Là, je sais que Fred Schwecker avait indiqué l'autre jour, hier, que c'était le seul joueur
à faire autant de matchs consécutifs, plus de 11 matchs consécutifs, à plus de 33 ans, plus que Kobe Bryant en a fait. Oui, voilà. Donc, performance absolument incroyable de la part du chef Curry. Et c'est de bon augure parce que si dans une optique, et je pense un petit peu à la saison prochaine, parce que les Warriors, je pense que cette saison n'ont pas forcément grand-chose à espérer. Peut-être ils arriveront au premier tour des playoffs, mais voilà, il va falloir passer par le play-in. Et le play-in, on sait que ça peut être très, très, très piégeux. Euh, mais par contre, l'année prochaine, avec le retour de Klay Thompson, avec potentiellement une place au niveau de la draft qui pourrait être plutôt intéressante aussi, histoire d'aller récupérer un joueur en milieu de tableau, ça peut l'année prochaine, et avec Wiseman qui reviendra, ils ont sans doute les armes pour revenir. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Je veux dire, là, avec le retour de Klay Thompson, j'espère qu'il va revenir l'année prochaine enfin, qu'il va Mhm. arrêter de se péter dans tous les sens, ce serait bien. Ouais. Parce que là, autrement, ça va devenir problématique pour sa carrière. Alors, Dieu sait que c'est un joueur magnifique. Mais là, clairement, ils peuvent redevenir une équipe dominante. Et c'est sûr qu'avec tout le monde à un niveau, j'ai hâte d'être à l'année prochaine. Parce que je pense pas, le Jazz, ils ont sécurisé leur 5. Les Suns, il y a Chris Paul. Combien de temps ça peut durer? Moi, ça, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a clairement à l'ouest. On parle des Nets à l'est, mais la différence, la compétition entre la compétitivité des équipes à l'ouest, elle est juste, elle est hallucinante, quoi. Ouais, Ah ouais. On le voit au niveau du classement, parce que quand tu oui. regardes le nombre d'équipes qui sont à plus de 50% de victoires à l'Ouest, c'est pas tout à fait le même Bah, t'en nombre. as 10. Voilà. T'en as 10, Ouais. alors qu'à l'est, t'en as 7. Bah, t'en Voilà. as... Donc, même si à l'Est, les Knicks reviennent bien, Boston a chuté hier, mais devrait quand même revenir. Alors, tu en as parlé justement, et c'est le deuxième sujet de ce podcast aujourd'hui. Tu en as parlé rapidement, c'est le Jazz et les Suns qui sont en train de se livrer à distance, un mano à mano absolument incroyable qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin de la saison régulière pour savoir qui finira en tête de la conférence Ouest. Et donc, du coup, très vraisemblablement aussi premier au général sur toute la NBA et donc aura l'avantage du terrain jusqu'en finale. C'est du jamais vu à l'Ouest, une bagarre comme ça. Écoute, moi, je suis à NBA depuis 25-30 ans à peu près. J'ai jamais vu une telle rivalité, moi, à se donner à coups de victoire les uns les autres. Dire, c'est vraiment, c'est limite du sport individuel, c'est limite du sport individuel, quoi. Ouais. C'est même plus du sport collectif, quoi. C'est vraiment, c'est à toi, à moi, je gagne un soir, tu gagnes le même soir, tu gagnes le lendemain. Je perds un soir, tu vas perdre le même soir, tu perds le lendemain. Mais je vais peut-être en confrontation directe avec, ça va être, voilà, ça va être, comment dire, ça va tout va jouer. Mais je pense que le Jazz a un avantage, c'est calendrier. Pourquoi ça? Bah, parce que là, les Suns, donc là, ils viennent de jouer hier soir les Bucks en progression. Ils vont jouer à Philadelphie, à Boston, à Brooklyn, à New York. Ils reçoivent les Clippers, ils reçoivent Utah. Tout ça jusqu'au 1er mai. Ouais, c'est pas le calendrier le plus, C'est le pas le plus calendrier le facile, plus simple. sachant que le Jazz, du coup, j'ai le calendrier du Jazz moi sous les yeux. Ouais. Ils affrontent les Rockets, deux fois les Wolves, les Kings, et du coup, ils reçoivent les Suns pour le 1er mai, je pense pour un match absolument Mhm. fantastique qui décidera sans doute du sort de cette conférence. Parce que si on regarde effectivement le classement, il y a juste un match et demi d'écart entre Utah, qui est premier avec 43 victoires et 15 défaites, et Phoenix, qui était à 41 victoires pour 16 défaites. Donc ils ont un match en moins, Phoenix. Mhm. Mais le match du 1er mai va être fantastique. Alors, autant le Jazz, je pense qu'on s'attendait quand même à ce qu'ils jouent les premiers rôles parce que bah,
on va dire que c'est à peu près la même équipe depuis un certain moment, que le schéma de jeu de Quinn Snyder se met en place. Il rajoute au fil des années des petits éléments. Cette année, ils ont rajouté le shoot à 3 points. Toi qui les suis particulièrement et qui est aux conférences de presse, pas tous les soirs, mais pas loin en ce moment, Pas en ce moment. comment toi tu les sens en conférence de presse? Comment tu les Ben, sens? Est-ce que tu les sens moi, vraiment parmi confiants le match qui m'a le plus marqué ces derniers temps, c'est pas le match de cette nuit où là, où ils ont mis un blowout aux Lakers, mais c'était le premier match, samedi soir, un match où il manquait tout le monde. Donc il n'y avait pas Rudy, il n'y avait pas Donovan Mitchell qui est blessé, il n'y avait pas Mike Conley. Et de l'autre côté, il manquait Davis et LeBron James. Donc on a pu voir deux équipes sans leurs joueurs majeurs. Et ben là, on s'est aperçu que le Jazz est allé en prolongation face aux Lakers. Donc, ça veut dire qu'ils ont une équipe compétitive, pas seulement sur 3 ou 4 joueurs, mais bien sur 7 ou 8 joueurs, voire même 9. Voilà, parce qu'il manque aussi Derek Favors, le deuxième pivot, qui sont capables, qui ont vraiment une force collective qui est vraiment, moi qui m'impressionne, une mentalité qui est, moi, pour avoir posé une question à Joe Ingles qui m'a gentiment, comment dire, remis face à arrêter où j'ai demandé où est-ce qu'il trouvait la force mentale. Il a dit, oh, c'est juste notre travail. On prend les matchs les uns après les autres. Et voilà, pour moi, ça fait partie du travail. C'est pour ça que je joue au basket. Ouais, pour lui, c'était normal, quoi. Bah, pour lui, la question était pratiquement incongrue pour lui. Alors que vu de l'extérieur, peut-être aussi avec mon regard européen, d'ailleurs, je trouve que aller chercher un match parmi d'autres dans une saison 70 matchs en prolongation dans un back-to-back, pour moi, voilà, alors que Quinn Snyder fait tourner l'effectif, pour moi, c'est pas anodin. Et ça montre bien, c'est que l'équipe, voilà, Rudy l'a dit, il est fatigué, il est sur les rotules, mais il joue. Il veut jouer tous les matchs. Oui, c'est vrai que le load management côté Jazz est pas aussi criant que pour certaines autres franchises. Mais est-ce que justement ça, alors c'est très bien pour les fans de pouvoir voir le 5 majeur du Jazz quasiment toutes les nuits. Mais est-ce que ça, justement, ils vont pas le payer un petit peu enfin, au moment où ça comptera, quoi. Je pense que les Suns sont pareils avec Devin Booker et Ouais, Chris ils jouent Paul. à fond, ouais. Ils jouent à fond. Mm. Alors, c'est sûr que, bon, ça peut poser, mais je pense que ça va tellement jouer à peu de choses. On voit bien que toutes les équipes, là, on est dans Money Time de la saison. Et donc, là, tout le monde des équipes vont jouer. Alors, la seule équipe qui est vraiment qui cache son jeu, c'est les Lakers avec LeBron James et Davis, mais ils sentent que il va falloir qu'ils reviennent. Là, on a sorti un article cet après-midi où on parle justement de la reprise d'entraînement de LeBron James parce que je pense qu'il comprend il y a peut-être le fait à la maison. Ouais. Parce que là, pour l'instant, ils sont cinquièmes, donc ça veut dire pas d'avantage au premier tour face aux Nuggets. C'est pas forcément très bon. Non, non, c'est Donc, sûr. là, parce que là, c'est pareil. Les Clippers, mine de rien, ils ont 3 victoires ils ont 4 défaites de plus que le Jazz, mais ça revient bien, ils sont à 8-2. Ouais, ouais. C'est-à-dire Les les Clippers, Nuggets sera à ouais. 8-2. Mm. Ouais, les Ça va Clippers jouent fort. bien, ouais. Ça va très très fort, ça arrive très fort derrière. Et donc, alors, on disait que le Jazz, pour nous, c'était presque une évidence qu'il soit à cette place-là. Les Suns, ça l'est quand même vachement moins. Alors, avec la bulle, on s'était dit, il y a il y a eu de sérieux progrès pendant la bulle. L'année prochaine, il faudra sans doute compter sur eux, mais voilà, c'était avec énormément de guillemets et de points d'interrogation. Et puis, bah, au final, l'apport de Chris Paul est juste phénoménal à cette équipe. Et aujourd'hui, ils sont deuxième et clairement, ils ont une carte, mais énormissime à jouer. Ah bah oui, parce que les GA, ils sont vraiment complets à tous les postes. Donc il y a Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton et Crowder à l'intérieur. Crowder qui a quand même juste une énorme expérience. Miles Bridges aussi. Derrière, on va avoir un Torrey Craig, un Abdel Nader en sortie de banc qui vont sortir à point, un Cameron Johnson. Voilà. C'est-à-dire,
Mais c'est deux équipes qui sont un peu similaires, je veux dire, mine de rien. Des équipes qui étaient par rapport aux deux Los Angeles, même aux Nuggets, l'année dernière, qui sont arrivés un peu sous le radar, plus les Suns que le Jazz, je suis d'accord avec toi. Mais ils se sont basés sur un collectif. Et Oui. c'est vraiment impressionnant. Et je pense, ça change par rapport aux équipes de l'Est qui, elles, sont basées sur des individualités, pour moi. Ouais, ils ont une profondeur d'effectifs qui est super importante. Ça défend bien, surtout le Jazz, forcément avec Rudy. Ça défend très bien. Et on le sait et on le répète, ce sont les défenses qui gagnent les titres. On l'a vu l'année dernière, que ce soit les Lakers ou le Heat, c'est les défenses qui ont fait la loi et qui font la loi en playoff. L'attaque, il n'y a aucun problème, ça roule. Alors, la nuance, c'est que ces deux équipes shootent pas mal à 3 points et que dans un mauvais soir à longue distance, la tâche peut s'avérer un petit peu plus compliquée. Je suis d'accord avec toi, mais justement, comme tu dis, sur un soir, sur une série, c'est 20 en 7. Sur une série en 7, voilà. Sur une série en 7, ils vont être très difficilement jouables. C'est ça. Les deux Parce équipes qu'ils peuvent passer à côté d'un match, 2 à la rigueur, mais je ne vois pas les passer au travers de 4 matchs. Et je pense que c'est peut-être la différence entre les Suns et le Jazz pour moi qui va se faire en playoff, c'est peut-être au niveau de l'expérience et du côté revanchard du Jazz. Et oui, parce que l'année dernière, sorti par les Nuggets au terme d'une série dantesque. Voilà, donc effectivement. Et puis, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le retour du public aussi, parce que ce soit à Phoenix ou à Salt Lake City, le public est de retour en tribune. Donc là aussi, l'avantage du terrain va être important, puisque plus on va aller dans la saison, et plus les capacités pourraient augmenter du fait des campagnes de vaccination aux États-Unis qui avancent assez rapidement. Donc on pourrait se retrouver, alors une salle pleine, peut-être pas, mais avec déjà pas mal de supporters en tribune, et donc un gros avantage pour eux. Ah, puis en plus, pour une ville comme Salt Lake City, on sait que c'est pratiquement la seule équipe de sport professionnel avec le Real Salt Lake en MLS. La ville, elle tourne, où elle vit basket, et ils vibrent au basket, ils mangent basket, et voilà, c'est une cocotte minute. Phoenix, bon, le public est un peu, mais peut être vraiment très chaud quand ils s'y mettent aussi. Alors que Los Angeles, c'est showbiz, quoi. Ouais, et puis Phoenix, ils attendent ça depuis un petit moment aussi. Hein. Ça fait les années galères, ils en ont vu passer quelques-unes. Hein. Ça, c'est sûr. Pour moi, les dernières années, c'était ça. Ouais, bah oui, ça va être. En tout cas, ça nous promet à l'Ouest, notamment une bagarre incroyable. Tu le disais, en plus derrière. Alors, là, on a parlé beaucoup de Phoenix et de Utah, mais derrière, ça klaxonne aussi. Les Clippers et Paul George notamment reviennent de manière absolument spectaculaire. C'est pas que c'est inattendu, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Et puis les Nuggets aussi, même sans Jamal Murray, on les voit quand même plutôt solides. On en avait parlé le jour de la blessure justement de Jamal Murray. On avait un petit peu peur que ça influe sur le jeu des Nuggets. Au final, Jokic hier a encore fait une performance ahurissante dans un match dantesque face à Memphis qui va en double prolongation. Bref, voilà, il y a de très très grosses équipes et ça m'étonnerait pas. Je mets une petite pièce sur le vainqueur de la NBA à l'Ouest cette saison. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a peut-être une chose, ça va être la fatigue, justement. Oui. Qu'à l'Est, les trois trois épouvantails, où il y aura une série ou deux dantesques qui vont. Logiquement, ça devrait être une série partie comme c'est parti entre les Nets et les Bucks, qui peut être dantesque ou pas. Parce que les Nets peuvent marcher sur les Bucks aussi. Ouais. Voilà, il y aurait une finale de conf Sixers Nets. Je vois difficilement comment il peut en être autrement, vu l'état des forces en présence. C'est ça. Voilà. Alors que par contre, à l'Ouest, on peut avoir des playoffs à voir, on peut vraiment se régaler. Ouais. Et par contre, ils vont avec des séries en 7 qui peuvent vraiment les fatiguer, arriver en finale. En étant. Alors, ok, bien rodé, mais aussi très fatigué.
Ouais. Mais après, il y aura les différents voyages qui feront que ça pourra rééquilibrer au niveau de la finale, au niveau de la fatigue, puisque pas de bulle, donc on pourra rééquilibrer les forces en présence. Eh ben, écoute, Maxime, merci beaucoup pour cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast NBA de The Free Agent.